Bonjour Louis. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. Alors vous revenez évidemment sur ce chaos politique et vous avez remarqué qu'une question sensible rythmait tous les débats télévisés. Oui, et vous savez, cette crise politique me rappelle étrangement le mandat de Joe Biden. Alors quel rapport? Eh bien souvenez-vous, nous étions nombreux dès le premier mois à alerter sur l'état de santé psychique de l'ancien président des États-Unis avant d'être immédiatement traité de complotiste par le système en place. Eh bien pour Emmanuel Macron, c'est un petit peu la même histoire. La psychologie du président de la République pose aujourd'hui question, et cette fois, même dans les médias, ces mêmes médias qui nous le présentaient comme un surdoué. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui, un esprit brillantissime. Emmanuel Macron a connu la trajectoire des très bons élèves à la française, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'ENA, l'inspection des finances. C'est aussi un Mozart du clavier, très bon pianiste. Il a obtenu le 3e prix du Conservatoire d'Amiens. C'est probablement l'appréciation de son prof en histoire et droit des États qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun. Ce qui frappe quand on le rencontre, c'est qu'il est hors norme. Emmanuel Macron aurait pu devenir l'un des meilleurs banquiers de France, voire d'Europe. Rapidité intellectuelle, puissance de travail, sûreté dans le jugement. Ceux qui le croisent sont fascinés par le jeune homme, que certains qualifient même d'extraterrestre. Voilà, rien que ça. Hein. Et bien maintenant, rétro-pédalage complet sur celui qu'on nous vendait comme le Mozart de la finance. Depuis la dissolution, les masques tombent. Et c'est moins un génie qu'un président en roue libre, dont la psychologie interroge de plus en plus. Et ce psychologue, justement, l'explique très bien. Côté, si vous voulez, complètement irrationnel et peut-être même ce côté, je dirais, un peu coup de sang de la dissolution, ce n'est pas, contrairement à ce que pense M. Minck, le résultat du narcissisme, on serait plus dans le résultat d'une hypothétique psychopathie, puisque le psychopathe, il est réputé pour agir de façon très impulsive. Le psychopathe... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon vous, Emmanuel Macron est dangereux? Le psychopathe, parmi ses caractéristiques, il n'a pas d'empathie, il agit de façon très impulsive, il a une intolérance très forte à la frustration, c'est ça qui le rend fou, c'est quand ça ne se passe pas, et il est intolérant à la critique. Et le journaliste Joseph Massescaron témoigne, lui, de la profonde inquiétude qui règne jusque dans le camp présidentiel. Plusieurs proches d'Emmanuel Macron s'alarment de son instabilité psychologique, redoutant qu'il ne sombre dans les pires dérives plutôt que d'envisager la démission. Tous ceux que j'ai vus samedi soir, j'en ai vu un certain nombre, anciens assistants parlementaires, ayant travaillé dans les cabinets ministériels, celui de Borne, celui d'Attal, mais ils sont effrayés. J'étais dans une sorte de Macronie profonde, ils sont effrayés. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va tout tenter, il va tout faire. L'article 16, un référendum sur la Constitution, etc. Tellement ils sont effrayés, en effet, de l'état psychologique du président de la République. Et dans cette volonté de comprendre la psychologie du président, le journaliste Étienne Campion a tenté d'explorer ce qu'il décrit comme un esprit toxique dans son dernier ouvrage, une analyse que partage en partie Vincent Hervouette, pour qui Emmanuel Macron présenterait des traits caractéristiques de la perversité narcissique. Dès son plus jeune âge, Macron a une espèce d'indifférence dans l'empathie avec tous les gens, tous les autres êtres humains. C'est-à-dire qu'il n'a que des relations instrumentales, il n'est absolument pas intéressé par les autres enfants, il s'intéresse aux adultes. Et quand il est ado, ça s'explique, ça, il y a un traumatisme au départ? Non, il n'y en a aucun. Comment est-ce que vous expliquez ça? Il y a plein de gens qui sont enfants, qui ne sont pas intéressés par les enfants. Vous d'un pervers narcissique, sauf que vous n'osez pas dire le mot. Mais c'est un mot fourre-tout. Mais voilà. J'essaie d'éviter ça. Mais en réalité, vous n'osez pas faire le diagnostic clinique. En fait, mais vous êtes en train de nous expliquer que le président est quelqu'un qui est totalement démué de toute son humanité. Moi, je laisse parler les faits. En fait, Emmanuel Macron est tellement persuadé de sa supériorité intellectuelle qu'il ne supporte pas la moindre contestation. Cette certitude d'avoir toujours raison l'isole, le rend incapable d'écouter ou de comprendre ceux qui ne pensent pas comme lui, comme le raconte l'éditorialiste Joseph Touvenel. J'ai vu hier soir un de ceux qui le rencontrent à l'Élysée, non pas le visiteur du soir, mais un visiteur du matin. Et il me disait, Emmanuel Macron est tellement persuadé de sa supériorité intellectuelle, de son intelligence, qu'il ne comprend pas que toute cette stratégie se plante, échoue. Et ça le met dans une rage et dans un enfermement qui fait qu'on ne comprend plus ses décisions parce qu'il ne comprend pas non plus que le reste du pays ne suive pas comme un seul homme ce que le président de la République a décidé. Et puis la deuxième chose dans son caractère,
c'est qu'il a besoin d'être sous la lumière des projecteurs. Et quand on voit que même ceux qui ont contribué à faire émerger Emmanuel Macron dans les affaires, les médias puis la politique, admettent aujourd'hui qu'il est sans doute le pire président de la Ve République, on mesure l'ampleur du désastre. Exemple flagrant, Alain Minc, son ancien mentor, désormais l'un de ses plus sévères critiques. Bonsoir Alain Minc. Bonsoir. Vous avez même écrit cette semaine dans les colonnes de l'Express, Emmanuel Macron est le pire président de la Ve République. Pourquoi vous avez un doute ? Maintenant, après la séance de ce soir, la semaine qu'on a vécue, malheureusement, il a gagné le concours haut la main. Pourquoi ? Mais vous vous rendez compte, il va rendre la France dans un état bien pire que celui qui était le sien quand il a pris la France. Et oui, car Alain Minc, avant de détruire littéralement Emmanuel Macron dans ses prises de parole récentes, était, avec Jacques Attali, l'un de ceux qui l'ont fabriqué, porté, introduit dans les bons cercles, une proximité assumée à l'époque, comme en témoigne cette archive. Alain Minc murmure à l'oreille des grands patrons et des politiques. Ami de David de Rothschild, il a souvent joué le rôle de DRH officieux pour la banque. Macron, c'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Mais bien évidemment, la seule solution pour sortir de cette crise est aussi la pire possible. Pour ce président en mal de reconnaissance, Vincent Hervouette le reconnaît lui-même, il doit partir. De Gaulle a quitté effectivement l'Élysée le jour même du résultat, le matin même. Attendez. Il l'a quitté parce qu'il s'était engagé. Il avait dit aux Français, si vous ne votez pas la réforme que je vous propose, dans le référendum sur les régions, je quitterai. Il a mis son poids dans la balance. Ce que n'a jamais fait le président actuel. Ce qui veut dire évidemment, il ne voit qu'une sortie à la crise, c'est le départ, la démission du président, sauf qu'il ne peut pas la réclamer. La seule solution à la crise, c'est qu'effectivement, Macron s'en aille. Et certains pourraient croire que le pire des scénarios serait une dissolution ratée ou une démission du président qui n'arrangerait rien. Non, selon Philippe de Villiers, Emmanuel Macron serait capable de provoquer une crise encore plus grave pour détourner l'attention de celle que nous vivons actuellement. Il a une tentation d'entraîner son peuple dans la guerre. C'est exactement ce que fait Macron. Et personne ne s'en aperçoit. On va à la guerre. Il veut nous emmener à la guerre avec la Russie. Et pourquoi ? Parce que avec la guerre, il va changer de cible, changer de sujet et provoquer la crainte. Et la crainte provoque l'obéissance d'assentiment, quand les gens ont peur. Mais vous voyez bien le manège depuis 3 ans, en fait. Depuis 3 ans, il cherche à provoquer la guerre. Il cherche à mettre du persil sous le nez de Poutine. Alors que c'est l'OTAN qui a provoqué cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Un jour, j'y reviendrai, parce que je connais ce sujet par cœur. L'Ukraine est en dehors de l'Europe. On n'a rien à faire dans ce conflit entre 2 peuples slaves. C'est un conflit dramatique, il faut le déplorer. Mais la France n'a pas à préparer l'envoi de ses soldats, je pèse mes mots, l'envoi de ses soldats en Ukraine. Et c'est vrai que cette question psychologique obsède désormais plusieurs émissions qui s'interrogent ouvertement. Pourquoi a-t-il dissous ? Pourquoi ne redissout-il pas ? Pourquoi part-il en Égypte en pleine crise politique provoquée par sa propre dissolution ? Autant de questions qui rendent fou le plateau de CNews dans l'heure des pros. Dès que tu parles aujourd'hui à des gens importants, des ministres, etc., ce qu'ils disent off d'Emmanuel Macron, et sur ça, je peux le dire, sur sa santé mentale quand même, on en est là. Non, mais ce qu'ils disent de lui, je ne vais pas moi je ne le répéterai pas. Non, mais c'est des ministres. Oui, bien sûr. C'est son entourage. Qui ont des mots avec le président de la République. Mais c'est effrayant quand même. Et on en est là et ça ne fait qu'augmenter. J'ai le sentiment qu'il est prêt à tout.
Il est prêt à dire tout, y compris n'importe quoi et des choses qui ne sont à l'évidence pas acceptables, pour pouvoir rester en place. Il est prêt à sacrifier le pays, la bonne santé financière et politique de notre pays. Ce que disait Philippe de Villiers ce week-end. Oui, le président Macron nous emmène à la guerre. Mais il est prêt à sacrifier la bonne santé politique, financière de ce pays pour pouvoir se maintenir coûte que coûte. Et ça lui fait dire des choses qui, pardon de le dire comme ça, mais effectivement sont des choses complètement dingues. Et il en était de même lundi soir dans l'émission Restons courtois à notre antenne, avec notamment notre chroniqueur Arthur de Vatrigan, qui s'est lui aussi lâché. Je crois que ça existe dans le diagnostic médical en fait. Et là, il a la confirmation supplémentaire quand il arrive en Égypte qui dit « Vous êtes tous responsables sauf moi ». On sait ce que ça signifie, mais ce qui est dingue, c'est que vous avez 290 pignoufs qui parlent de stabilité, qui parlent de la stabilité juste de leur strapontin, mais qui veulent garder un type à l'Elysée alors que sa place est à Sainte-Anne. C'est ça la réalité. Mais si on regardait Emmanuel Macron, il est fou. Faut arrêter de tourner autour de peau. Tout le monde sait qu'il est fou. Tout le monde sait que d'un point de vue médical, il coche toutes les cases du pervers narcissique. Tout le monde le sait. Il pourrait, c'est pas garanti. On n'est pas psychiatre. Voilà, et enfin, quand je dis crise politique créée par sa propre dissolution, ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, ce n'est pas tant la dissolution que ce front républicain qui a suivi et qui a véritablement provoqué ce blocage, empêchant le premier parti de France d'arriver au pouvoir. La journaliste Eugénie Bastier dénonçait déjà il y a un an ceux qui préféraient voir s'effondrer la Ve République plutôt que de laisser le Rassemblement national gouverner. Le Front républicain est une énorme arnaque électorale qui fait qu'on est aujourd'hui bloqué. Ils ont fait une alliance électorale qui ne s'est pas traduite en alliance gouvernementale. La logique, ce serait que les macronistes gouvernent avec l'extrême gauche, avec qui ils se sont alliés pendant les élections. Ils ne veulent pas le faire, c'est de l'hypocrisie. Et dans un pays normal, soit il y aurait le centre qui gouvernerait avec l'extrême gauche, parce qu'ils ont été alliés pendant les élections, soit il y aurait la droite et l'extrême droite qui gouverneraient ensemble. Il y aurait un gouvernement avec M. Retailleau et des gens du RN. Ce Front républicain, c'est ça qui pourrit la Ve République. Vous êtes en train de détruire la Ve République à cause du Front républicain. Parce que un système majoritaire ne fonctionne pas quand 30%... Le camp sanitaire, il peut marcher quand il y avait 10-15% du RN. Mais quand c'est 30%, 35% de l'électorat, ça casse le système. Le système, il est bloqué. Une analyse confirmée, bien sûr, par le journaliste de Valeurs Actuelles, Victor Hérault. Le barrage républicain n'est pas du tout inclus dans notre fonctionnement institutionnel et a complètement bloqué les élections. On n'est pas censé faire sauter des triangulaires lors des législatives. Vous voulez dire que ça les a faussés? Je dis pas faussés dans le sens... C'est ce qui a bloqué. C'est-à-dire qu'on a empêché un parti d'obtenir... C'était le but du barrage républicain. Attention, le Rassemblement national va peut-être s'approcher d'une majorité. Il faut l'empêcher. Alors, d'un point de vue de gauche ou du centre, ça peut se comprendre. Mais sauf que là, on a tordu les institutions, on a fait sauter les triangulaires. C'est pas comme ça que doivent se passer les élections législatives. Quand il y a triangulaire, il n'y a pas de désistement. Et pour terminer, une chose est sûre, ce Front républicain renaîtra. On le dit mort et enterré avant chaque élection, mais la machine et surtout la propagande médiatique qui méprise viscéralement le RN et surtout ses électeurs, c'est toujours se remettre en marche. Il n'y a qu'à écouter les analyses sur leur envolée dans les sondages, notamment celle de Jean-Michel Apathy. C'est quoi la motivation? La peur des Arabes. Non, mais c'est la peur des Arabes. Bon, faut appeler un chat un chat. C'est pas le programme économique du Rassemblement national qui séduit les électeurs traditionnels des Républicains. Enfin, soyons quand même sérieux. C'est la peur des Arabes. Donc voilà. Donc vous avez les 41% là. Que dit... Pas forcément que la peur des Arabes, c'est aussi la peur de la gauche, c'est aussi la peur des bolcheviks, du wokisme. Oui, mais là, c'est la peur des Arabes. Voilà, donc en attendant une hypothétique dissolution qui n'arrivera sans doute jamais, grâce à la servilité bien connue des LR et surtout du PS, comprenez bien que le système ne se laissera pas faire et préférera toujours s'autodétruire plutôt que de laisser la volonté du peuple s'accomplir. Merci Louis pour cette chronique. Merci Lisotte, à la semaine prochaine.